Bonjour et ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Merci à vous de prendre rendez-vous avec l'actualité tous les jours du lundi au vendredi. Comme vous l'avez dit, cette occasion, c'est pour justement poser un regard critique sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Je suis Adam Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Vous le savez, nous sommes également accessibles sur les plateformes Facebook et YouTube. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Messieurs les juges. Bonjour Président, bonjour Bernard Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, bonjour doyen, bonjour Président, bonjour Madame, Monsieur. Deux sujets sont enrôlés pour la présente convocation. Le premier est relatif à la décision du parti de Sarah Sérémé de quitter, je dirais, la majorité présidentielle. Une décision qui intervient après justement la démission de Sarah Sérémé au poste de médiateur du FASO. Nous allons également nous intéresser à la question des usages des méthodes de contraception moderne. La question semble diviser les autorités sanitaires et l'Église catholique. La rencontre du 23 octobre qui était justement censée aplanir les divergences a davantage accentué la polémique. Nous aurons le regard des juges sur ces deux questions, mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Et pour cette première partie, nous allons donner la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette cinquième et dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité? Deux avant-propos. Le premier avant-propos, c'est sur le plan de la technologie, donc des réseaux sociaux. Et donc, le réseau social WhatsApp a informé qu'à partir du 1er novembre, il y a des versions d'Android et d'iOS qui ne pourront plus fonctionner avec WhatsApp compte tenu de la mise à jour qui est demandée parce que c'est des versions qui sont dépassées, qui ont été créées depuis pratiquement 8 ans, alors qu'il y a de nouvelles versions de WhatsApp, que les anciennes versions d'Android et des choses n'arriveront pas effectivement à pouvoir prendre en compte dans les téléchargements pour les mises à jour. Donc, mais ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter brusquement le 1er novembre. Mais ça va être progressif. C'est-à-dire, à un moment donné, ça progressivement, et puis ça va s'arrêter. Donc, ça permettra naturellement à ceux qui sont dans cette version, qui vont constater ces changements-là, de pouvoir sécuriser ce qu'ils avaient comme... parce que WhatsApp, c'est un circuit d'échange, mais aussi peut-être d'actualiser. Voilà. Donc, c'est la version 4.1 de Android, et puis et iOS qui sont concernés parce que c'est devenu obsolète. Donc c'est aussi l'univers informatique, hein. Ça va vite si vous ne vous actualisez pas. Donc le numérique et l'informatique, ça va vite. 5 ans, c'est beaucoup de progrès dans ce domaine-là. Donc il y a une quarantaine de smartphones qui sont concernés. Je ne pourrais pas tout citer ici compte tenu du fait que c'est des marques, c'est de la pub également. Mais en tout cas, il y a des maisons qui sont concernées et il y a des marques aussi qui sont concernées. À l'intérieur des marques, il y a des versions d'Android qui sont concernées. Ça ne veut pas dire que c'est toute la marque qui est concernée. Voilà. Donc des grandes maisons sont concernées avec des types de smartphones effectivement à l'intérieur. Donc vous prenez Samsung, ZTE, LG ou je sais pas, Alcatel, c'est des versions, c'est des versions de smartphones. Donc c'est pas toutes les parce que c'est 40 types de smartphones qui sont concernés. Donc c'est déjà prévenir et bon voilà, donc j'ai estimé que c'est un avant-propos à partager parce qu'au Burkina on a beaucoup d'usagers des réseaux sociaux mais qui n'ont pas aussi d'informations comme ça sur les réseaux sociaux. C'est ça aussi malheureusement parce que la dernière fois quand il y a eu la panne informatique au niveau de Facebook et de WhatsApp, on a vu comment certains ont éteint les téléphones pour allumer pensant que c'est à leur niveau alors que non. Donc, à partir du 1er novembre, les smartphones pourront connaître des dysfonctionnements. Donc, ça, c'est mon premier avant-propos. Le second avant-propos, c'est en lien avec l'insurrection populaire. Donc, on s'approche de ces dates-là, 30 et 31. Aujourd'hui, c'est le 29. Donc, c'était le 29 qui rappelait également la marche des syndicats pour réclamer la qualité d'amélioration de l'éducation burkinabé. On était le 29 octobre et le 30, les choses se sont emballées. Alors, la commémoration de cette année se fait sur fond de victimes qui disent avoir été lésées dans leurs droits, un procès qui se fait attendre et une commémoration dont des associations de victimes disent nous n'allons pas participer compte tenu de.
l'histoire évolue tellement vite que les choses ont changé. Et ceux hier qui étaient pris pour des parias ou qui ont fait partie d'une façon ou d'une autre de l'autre camp se retrouvent aujourd'hui assiégés également dans certaines instances qui ne plaisent pas. J'entendais le président Paul Abou qui se plaignait de la présence, par exemple, de Maître Gilbert Noël Ouedraogo au niveau de la Haute Cour de justice. Il dit que lui, il n'entend pas... Bon, en fait... Lui, il n'entend pas de cette oreille parce que c'est des gens qui devaient. Mais bon, ça c'est aussi des considérations personnelles. Donc j'ai dit, ça évolue tellement vite que le mieux pour nous, c'est régler cette affaire, dédommager dûment ceux ou celles qui doivent être dédommagés dûment, et comme on appelle ça, rendre la justice, réconcilier les cœurs, panser les blessures et puis avancer. Mais nous n'allons pas traîner cette chose. Au fur et à mesure qu'on les traîne pendant longtemps, ça cristallise les passions et ça crée de nouvelles rancœurs. Alors, donc, est-ce qu'on pourra continuer? Donc, il y a un forum de la réconciliation qui arrive et je pense peut-être qu'on pourra trouver des mécanismes de sortie réelle de ces situations. Je dis bien qui cristallisent les passions et à un moment donné, ça devient des querelles de personnes et puis. Donc, c'est dans ce contexte, j'ai dit bien cette année que les choses se déroulent. Mais ce qu'on souhaite, c'est beaucoup de courage aux familles qui ont été endeuillées, à ces personnes qui portent des séquelles sur leur corps, et puis que Dieu apaise les cœurs, comme on le dit. Merci, Juge Bouma, pour ces deux avant-propos. Juge Joa. Oui, merci, Président. Moi, je vais m'intéresser au sport avec la Fédération burkinabé de football qui connaît quelques problèmes en interne depuis un 15 octobre où à travers un communiqué partagé via les réseaux sociaux, nous apprenions que 4 personnes étaient débarquées. C'était Raymond Dagba qu'on appelle Papi, Madame Ismaël Tal et le juge Sibiri Ramdi. Non, pas il y avait aussi Bourema Zio. Donc c'était 4 personnes qui étaient débarquées. Et les concernés disaient l'avoir appris justement sur les réseaux sociaux. Et puis je pense que le 20 octobre dernier, ces derniers ont fait un recours relativement à la décision de leur déchargement de leurs fonctions. Et quand vous regardez, c'est hier que le président de la Fédé est sorti pour donner des explications. Pour lui, ça a été un travail chirurgical qui a été mené parce qu'en interne, il y avait de véritables problèmes. Et avec la réalité qui est le contexte actuel, avec notre équipe qui tente aussi des qualifications au niveau de je pense, Qatar ou quoi, il y a lieu de rasséréner un peu tout au niveau de la Fédé et qu'il y ait une bonne quiétude dans la façon dont on mène les choses. Et c'est dans cette obligation-là qu'il a été obligé d'opérer les changements qu'il a opérés. En tout cas, il a donné ses explications hier. Il a dit qu'il, contrairement à ce que certains disaient, il a été large dans les concertations avant d'être obligé d'en arriver à ces décisions-là. Il ne dit pas toute l'ampleur des clivages qu'il y avait à l'intérieur qui obligeait la solution de se séparer de ses anciens collaborateurs. Mais il faut dire aussi que même après ces explications, il y a aussi la manière. Quand vous avez été avec ces personnes avec lesquelles vous avez bossé pendant autant de temps, il y a un minimum de respect que de leur notifier d'abord les choses avant toute autre mesure d'officialisation. Et la prendre sur les réseaux sociaux, je pense que ce n'est pas forcément la bonne formule. Il a parlé d'opération chirurgicale, mais ce n'est pas si chirurgical que cela en tout cas. Ce que ça donne l'air de voir. Mais on espère que des justes milieux seront trouvés, parce que les autres ont fait un recours, parce que jusqu'à présent, pour certains, il y a que les textes ne sont pas très clairs sur, comment dire cela, la capacité légale qu'a le président de la Fédé de se défaire de ces personnes-là, c'est-à-dire que en employant seulement sa personne et sa responsabilité. Donc là-dessus, il y a beaucoup de débats qui sont en train d'être faits, mais c'est un débat maintenant qui est devenu juridique et on attend de voir qu'est-ce qui sera décidé après. Mais en attendant aussi, il y a quand même une médiation qui est conduite par le président du comité olympique et des sports burkinabé, CNSPB, c'est Jean Yaméogo. Il a été mandaté par le ministre des Sports pour essayer de trouver en tout cas un moyen pour que le torchon ne brûle pas vraiment et que ça n'impacte pas tout ce qu'on a comme... parce que la Fédé, c'est ce qu'il y a des centrales qui organisent nos équipes et tout ce que vous voulez, même notre championnat et tout. Donc pour que ça, par ricochet, on n'ait pas cette atmosphère délétère là qui déteigne
même sur le parcours de nos étalons ou bien sur notre football en interne. Bon, je vais dire que ça, c'est important qu'on trouve un juste milieu. Il faut que ces grands messieurs-là se parlent, il faut que ça se respecte déjà entre eux et que, bon, ce soit pour le bien de notre football. Il s'est expliqué hier, je pense qu'on a entendu, mais pour nous, c'est plutôt le sport qui doit rayonner et c'est l'intérêt de ce sport burkinabé là qui doit être mis en avant et non les bagarres chiffonniers, les questions d'ego et les affaires de personnes. Merci, monsieur le juge. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi, en direct et en simultané sur les médias leaders True TV et Watt FM. Nous allons à présent rentrer dans le vif du sujet. Et le premier sujet, il est politique. L'Amazone du Sourou, Sarah Sérémé, est au cœur de cette actualité politique-là. Après sa démission du poste de médiateur du FASO, son parti a annoncé son retrait de la majorité présidentielle et du gouvernement. Cela s'est matérialisé par un communiqué du parti adressé au Premier ministre et aussi au président de la PMP, l'Alliance des partis de la majorité présidentielle. Juge Bougman, pour beaucoup d'analystes politiques, ils n'ont pas vu venir cette décision du parti de Sarah Sérémé, le PDC. Est-ce également votre lecture? Est-ce que vous avez senti, est-ce qu'il y a eu des prémices? Pour dire vrai, non, je n'ai pas senti de prémices, même si en politique, il n'y a rien de certain. Les réalités de la seconde avant peuvent ne rien avoir avec les réalités de la seconde après. Et tout va vite en fonction des événements, en fonction de l'évolution et des choix du moment. Tout va vite. Et aussi en fonction de ce qu'on projette être ou faire en tant que femme ou homme politique avec son parti politique et ses militants. Tout est dans le même lot. Donc, ces réalités, ces choix-là s'opèrent comme ça. Donc, en ce qui concerne effectivement ce choix du parti de Sarah Sérémé, en tout cas, ça a surpris beaucoup. Bon, il y en a qui disent n'avoir pas été surpris, mais au niveau de la majorité, c'est vrai, il y en a qui grognent parce qu'ils n'ont pas été très bien gérés entre griffes. Et ça, c'était juste après les élections et ça a même continué. Des partis comme le NTD estiment qu'avec ce qu'ils ont engrangé comme nombre de députés, méritaient d'avoir plus qu'un seul ministère à leur charge. Donc, il y a eu beaucoup de plaintes au niveau des cadres. Certains d'ailleurs sont frustrés, d'autres sont partis. Dans d'autres partis politiques qui n'ont pas pu avoir un seul député, donc vous n'avez pas un ministère, il faut se débrouiller peut-être pour avoir un poste de DG ou bien dans un ministère pour caser le président ou certains proches. C'était déjà très difficile au niveau de la majorité. Mais le parti de Sarah, avec ses 3 députés, a eu un ministère, donc le ministère délégué au niveau de l'artisanat. Donc, c'est un parti qui avait déjà un ministère au niveau de la justice avant les élections. Donc, pour les uns et les autres, c'est un parti qui est bien, comme on appelle ça, représenté, qui a su faire, comme on appelle ça, faire nommer certains de ces cadres dans d'autres directions et tout. Donc, pour les observateurs, tout va bien. Surtout qu'entre la présidente d'honneur, donc la fondatrice devenue présidente d'honneur comme elle est médiateur du FASO, et le chef de l'État, c'est des anciens compagnons au niveau du CDP jusqu'à la rupture en 2012, quand elle a été mal positionnée sur la liste et puis elle n'a pas voulu la quitter, jusqu'à ce qu'il se retrouve au niveau du chef de file de l'opposition. Et c'est vrai qu'après les élections de 2015, c'est en 2017 que le PDC a rejoint la majorité parce qu'il n'était pas. Donc, ce qui fait que, bon, les uns les autres se disaient que tout va à merveille et tout va bien, jusqu'à la démission de Sarah Sérémé. Et pour certains, les mobiles n'étaient pas beaucoup plus politiques. Il y avait peut-être d'autres réalités. Donc, madame peut-être visait un poste ministériel, ça allait être. D'autres ont parlé de départ pour l'international. Tous ces arguments, on les a entendus à sa démission comme on appelle ça, au niveau de son poste de médiateur du FASO. Et puis, paf, c'est le parti qui quitte la majorité. C'est là en ce moment également qu'on l'a appris comme ça. Donc, c'est-à-dire dire qu'on voyait venir des choses, parce que le PDC ne fait pas partie des partis de la majorité qui se plaignent d'être mal lotis, d'être mal logés.
Voilà. D'accord. Alors, juge va, surprise ou pas surprise, pour beaucoup, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, parce que comme on le dit en politique, les alliances se font et se défont au regard des enjeux et aussi des intérêts du moment. Mais quand on claque la porte de la majorité, on remet son poste ministériel et avant, il y a la démission de Sarah Sérémé de son poste de médiateur du FASO, il y a aussi de quoi s'interroger. Non, il y a de quoi s'interroger. Bernard disait tout à l'heure le parcours qu'elle a avec ceux qui ont quitté le CDP en son temps et ses convictions politiques. Il y a une proximité qu'elle a avec ceux qui sont à la tête du MPP aujourd'hui. Et puis, elle a figuré parmi les défenseurs farouches, je crois qu'on dise, du président du FASO. Ça, il ne faudrait pas qu'on se leurre. Et en tant que président d'institution, même si son décision à un moment donné était beaucoup décriée par certains, il faut dire la vérité que la dame n'étant même pas au MPP, mais jouait en termes de représentation du pouvoir un rôle assez important. Ça, c'est une réalité. Et donc, quand on regardait dans cette majorité avec les partis qu'il y avait à l'intérieur, ce n'était pas quelqu'un qui était en périphérie. Ça, c'est une réalité. Donc, c'est clair que la rupture d'aujourd'hui peut surprendre plus d'un au regard de la conviction et de l'engagement d'être avec les autres à un moment donné. Je pense que ça, c'est important aussi de le dire. Maintenant, ça vient aussi après des législatives au cours desquelles on n'a pas forcément glané les meilleurs résultats. Et puis, il y a eu un peu avant la démission au niveau du médiateur du FASO, c'était pour conviction personnelle. Donc, ça n'augurait pas d'onde de choc sur les positionnements politiques. C'est ce que pensaient les uns et les autres. Parce que quand vous regardez le médiateur du FASO même, c'était un peu décrié. Beaucoup se disaient, mais est-ce qu'il faut continuer de garder cela? Est-ce que... Il y avait beaucoup de choses qui se disaient. On se disait en filigrane, est-ce qu'il n'y a pas une... Parce qu'on a vu aussi, dans ce pays, on a été habitué à des démissions qui n'ont rien été que de la stratégie parce qu'il y avait de la promesse d'être casé outre part et quelquefois dans des fonctions plus intéressantes que celles que vous quittez. Maintenant, là, on se rend compte que la réalité, elle est là. C'est une cassure. Parce que beaucoup encore se disaient, mais elle va aller où? Est-ce qu'il n'y a pas une promesse? Est-ce que... Mais là, les gens ont compris qu'en fait, au fond, ça n'est rien d'autre que la résultante d'une cassure d'abord politique, d'un positionnement nouveau qui est celui de ce parti-là. Maintenant, c'est un parti aussi qui... c'est maintenant, les gens se demandent maintenant, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant, après l'avoir accompagné autant? C'est peut-être la question qu'on pourrait se poser. Quelles sont les raisons profondes? Moi, j'ai lu un article, mais j'ai vu qu'il y avait... on partait un peu partout sur un peu dans tous les sens sur les raisons évoquées. On parlait d'entente qui n'était plus vraiment au beau fixe et de convictions qui n'étaient plus partagées, notamment sur les résultats qui étaient ceux du pouvoir aujourd'hui, avec en ligne de mire les questions de sécurité et beaucoup d'autres points. Mais ça, c'est pas nouveau. Je veux dire que ça ne nous dit pas pourquoi maintenant. Parce que cette situation-là, elle n'est pas nouvelle. Donc c'est beaucoup d'interrogations, mais bon, c'est quelqu'un qui s'est toujours assumé sur un certain nombre d'éléments et qui, ne le voit pas. Mais ça a surpris beaucoup. D'accord. Alors, juge Bougma, c'est vrai qu'on l'a dit, pour sa démission au poste de médiateur du FASO, la raison avancée, c'était des questions de convenance personnelle. Mais cette fois-ci, on motive un peu la décision du parti de se retirer non seulement de la majorité présidentielle, mais aussi de l'action gouvernementale. La raison avancée est assez claire. On parle de divergence de priorité par rapport à l'action gouvernementale, notamment en lien avec les questions sécuritaires. Est-ce que pour vous, cette raison-là pèse assez lourd dans la balance, surtout que la situation sécuritaire n'est pas nouvelle? Oui, il y a deux choses différentes, effectivement. Donc, il y a une part des choses à faire. La première part des choses à faire, c'est la démission personnelle de Sarah Sérémé. Parce que là, c'est elle qui a été personnellement nommée. Et donc, c'est personnel. Et quand elle a été nommée, elle se décharge de son parti. C'est toujours personnel. Là, c'est la personne qui a été nommée, donc elle se décharge. Mais maintenant, j'imagine, Sarah Sérémé au poste de médiateur du FASO et son parti qui quitte la majorité, alors qu'elle est présidente d'honneur, ça, c'est pas évident.
Donc, je pense que tout est lié, tout se tient. Donc, je quitte mon poste et après, nous quittons la majorité. C'est cette séquence, certainement, qui a été jouée et qui a brouillé entre griffes, effectivement, les pistes. Mais maintenant, au niveau des partis politiques, du parti politique, si à un moment donné, il n'y a pas une convergence de regard, on ne regarde pas la même direction, on ne définit pas les mêmes priorités en fonction de ce qu'on veut, mais bon, il y a lieu effectivement de se dire au revoir. Et dans la sincérité, au moins les aspects sociaux, on les conserve. Parce que dire, bon, sur cette façon de faire, je ne suis pas d'accord, donc je préfère ne pas m'en mêler. Oui. Ça, on ne peut pas reprocher à quelqu'un. Et les partis politiques fonctionnent également par opportunisme, en tenant compte, effectivement, je dis bien d'un certain nombre de facteurs qui existent. Donc, c'est aussi la liberté d'aller, parce que les partis se créent librement, créent les alliances librement, comment on appelle ça, quittent les alliances également, je dis bien librement. Donc, après les élections de 2015, il y a des partis qui étaient à l'opposition, aujourd'hui qui sont dans la majorité. Il y a des partis qui étaient, comment on appelle ça, il y a des acteurs qui étaient dans la majorité et aujourd'hui qui sont dans l'opposition compte tenu de leur repositionnement. Prenez le MCR de Tahirou Barry qui était des cadres qui étaient au niveau du parent. Donc aujourd'hui, ils sont à l'opposition. Alors, Diabré était chef de file de l'opposition lui-même. Il est au sein de la majorité. Et puis, comment on appelle ça, PSR, l'autre Burkina, qui était un parti d'opposition, siège à la majorité. La NAFA de Djibril Bassolé, qui était à l'opposition, siège à la majorité. Donc, il y a eu effectivement ces changements-là. Maintenant qu'il y a un départ de la majorité vers l'opposition, bon, je ne vois pas en quoi est-ce que ça doit poser problème. Parce que j'ai dit bien, c'est le choix des acteurs en fonction de ce qu'ils veulent et en fonction des réalités du moment. Donc, c'est leur choix, c'est leur liberté de le faire. Naturellement, il y a des incidences politiques, il y a des conséquences politiques. Ben voilà, c'est la même chose. Donc, mais c'est la loi qui le dit. Vous écrivez parce que dans la série de lettres publiées, on a vu celle également adressée au ministère de l'administration du territoire. Vous écrivez pour informer que vous êtes soit de la majorité ou de l'opposition. Maintenant, vous atterrissez à la majorité. Est-ce que vous allez vous fondre dans la PMP, donc l'alliance des partis de la majorité présidentielle? Question. Parce que légalement, la PMP n'est pas légalement constituée. Maintenant, au niveau du chef de file de l'opposition, si vous rejoignez l'opposition, est-ce que vous partez siéger au niveau du chef de file de l'opposition? Là, il y a débat. Il y en a qui ne veulent pas en entendre parler, qui refusent d'y être. C'est leur choix. Ils ont refusé d'aller au niveau du chef de file de l'opposition. Je suis un parti d'opposition, mais je n'intègre pas le chef de file de l'opposition. Parce qu'il y en a même d'ailleurs qui frappent à la porte du chef de file de l'opposition et puis elle ne s'ouvre pas. On l'a vu, la guerre en son temps, ça a même conduit le président de l'EFASO, autrement Ablassé Ouedraogo, devant les tribunaux, devant le tribunal administratif par rapport au fait que sa demande d'intégrer le chef de file de l'opposition a été refusée. Donc ça, il y a ces questions-là. Maintenant, est-ce que le parti de Saran Sérémé sera au niveau du chef de file de l'opposition? Ça n'a pas été expressément exprimé. Pour le moment, en tout cas. Je n'ai pas encore lu une ligne où on dit qu'elle s'affilie au niveau du chef de file de l'opposition. Peut-être ça viendra, parce qu'après la démission, on n'a pas encore vu également une sortie officielle du parti pour donner clairement cette, comment on appelle ça, cette lecture. Donc là, on attend de voir comment est-ce que les lignes vont bouger à ce niveau. Voilà. Cette précision n'est pas encore donnée. Alors, au lendemain de cette annonce du retrait du PDC de la majorité présidentielle et du gouvernement, il y a eu une saignée au sein du parti de Saran Sérémé, 2 vice-présidents qui s'en vont, le secrétaire général. On a également 3 membres du bureau exécutif national. Est-ce que on peut dire que cette saignée-là, ces différentes sorties ou démissions, expliquent que la décision n'a pas été longuement mûrie au sein même du parti? Non, c'est pas que ça a été longuement mûri ou pas, mais vous savez, je pense aussi que chacun vient en politique
chacun épouse des convictions. Et puis après, c'est une question de trajectoire voulue pour les uns et les autres. Et quelquefois, lorsqu'on regarde son intérêt d'aujourd'hui et qui ne converge pas avec, ou bien les convictions d'aujourd'hui, parce que quand vous regardez dans le papier, pour motiver un peu le départ du PDC de la majorité, c'est qu'ils n'arrivent plus à partager l'offre par rapport aux problèmes de l'heure. Ça, c'est une conviction qui peut être partagée, mais qui ne peut pas faire forcément l'unanimité aussi au sein du parti. Cela sous-entend quoi? Que ceux qui ne voient pas la chose du même œil s'assumeront et puis ne suivront pas les autres. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de débat, ça ne veut pas dire que la tendance majeure ou majoritaire n'a pas été de quitter. Mais seulement c'est qu'à l'intérieur, ceux qui ne sont pas d'accord, soit ils s'alignent, ils continuent, ils rabattent leur goût, ou bien ils s'assument et puis ils disent bon écoutez vous allez y aller mais moi ça sera sans moi. Et puis c'est pas tout le monde aussi qui est à l'aise à l'opposition, pour rappeler le propos de quelqu'un que je ne vais pas citer, en regardant la saignée aussi dans certains partis de l'opposition où les cadres ont décidé de repartir de l'autre côté. C'est pas tout le monde qui supporte parce que l'opposition dans nos contrées c'est un genre de traversée du désert où vous savez très clairement que les questions de positionnement, il faut l'oublier pendant un temps parce que il faut batailler à renverser la situation de sorte à ce que on ait droit de citer dans des listes qui pourraient nous positionner à un moment donné pour une direction ou quoi que ce soit. C'est pas l'opposition qu'on le fait. Et donc ça aussi c'est une réalité qui rattrape aussi très souvent nos hommes politiques. Je ne dis pas que c'est pour ça que les uns et les autres ont décidé de ne pas suivre le PDC, mais c'est une réalité de la politique que nous menons aujourd'hui. Moi, je pense que le plus important aujourd'hui maintenant, que le vin il est tiré, il sera bu, il est bu d'ailleurs, c'est de savoir ce que ça peut donner un PDC à l'opposition. Quand on connaît le caractère très trempé de la dame Sarah Sérémé, et dans un contexte où on a une opposition dont le chef de file politique, aujourd'hui pour parler de ceux qui sont affiliés au chef de file de l'opposition politique, se trouve très préoccupé par ses affaires internes, notamment je parle de Eddie Kombego avec le CDP, et dont certains même critiquent le positionnement républicain qui est celui qui est très détaché et qui ne chatouille pas pas chatouiller et qui ne pique pas au maximum le pouvoir en place. Sarah, c'est quelqu'un qui est connu pour ses positions et qui n'y va pas du dos de la cuillère. Qu'est-ce que ça pourrait donner dans le contexte actuel? Moi, et quelle place il y a à prendre? Parce que regardez, on a même un CFOP qui a eu du mal au début à montrer toute sa légitimité relativement à d'autres partis qui se positionnaient autrement que dans le CIFOP et qui jouaient un peu les troubles faits. Avec le temps, et étant donné que c'est une institution, le CIFOP, bon, l'imposition et la légitimité elle-même s'est construite sans grand problème. Mais la légitimité n'est pas seulement... il y a la légalité, c'est vrai, mais la légitimité, elle se conquiert et on est en politique au gré de la présence que vous avez et puis de l'aura que vous avez aussi sur le terrain. Et Dieu sait que cette dame, en la matière, elle a du coffre. Et en la matière, elle a de la matière à revendre. Donc on attend de voir, moi c'est plutôt ça qui est intéressant de voir. Qu'est-ce que va donner le visage de ce parti-là dans une opposition. Autant elle a été fervente dans protéger et défendre les intérêts de ce pouvoir-là lorsqu'il était à la majorité. Je pense qu'on aura la même véhémence et puis la même stratégie dans l'opposition pour critiquer. D'accord. Alors cette démission-là est désormais actée. C'est vrai, juge Vaal l'a dit. La question aujourd'hui, c'est l'impact politique, la conséquence politique de ce départ-là. Alors que pèse réellement le PDC sur l'échiquier politique national? Qu'est-ce que va perdre aujourd'hui la PMP et qu'est-ce que va gagner aujourd'hui le CIFOP si d'aventure Sarah Sérémé décide de s'affilier officiellement à cette institution-là? Mais que perd le CIFOP? Le CIFOP perd, pardon, la PMP d'abord. Que perd la PMP? La PMP perd un membre, 3 députés. Et puis, c'est vrai que c'est une qui va peut-être quitter le gouvernement, je ne sais pas d'abord, parce que le parti, en tout cas, se désengage. Donc, il a même mentionné expressement le nom de sa représentante dans le gouvernement. Lise Ango. Voilà, reste à savoir si Madame Ango va quitter ou va rester seule et quelle pourrait aussi être la conséquence en la matière. Donc, il y a certaines choses à faire. Et en termes d'image également,
Et il y a quand même, il faut reconnaître qu'en termes d'image, bon, il y a à se poser des questions, il y a un coup que vous prenez parce que, bon, Sarah Sérémé, pour ce qu'elle a eu comme parcours, comme combat, pour en arriver là, effectivement, les uns et les autres vont s'interroger sur ce qui se passe au niveau de l'APMP. Maintenant, qu'est-ce que l'opposition gagne? C'est une nouvelle énergie, c'est une force de plus. Donc c'est un appui de plus, quelqu'un qui, je dis bien, connu pour ses prises de position, donc il ne marchande pas ses prises de position, donc elle vient renforcer les rangs de l'opposition avec son parti, parce que c'est des militants derrière, c'est des élus, donc le nombre de députés, certainement maintenant, des députés de l'opposition, bon, c'est du 109, quoi. Et donc elle vient aussi avec, comment est-ce qu'on appelle, avec de moyens, bon, c'est comme ça, parce que c'est un parti politique. Donc, maintenant, est-ce qu'elle ira au chef de file de l'opposition? Je ne sais pas. Parce que si elle part là-bas, c'est une nouvelle donne, mais non, peut-être qu'elle n'ira pas. Là, on ne sait pas. Maintenant, combien pèse le parti? Bon, le parti pèse quand même, parce qu'au Burkina, quand vous enlevez les gros morceaux, vous enlevez le MPP, le CDP, l'UPC, puis le NTD, bon, et l'UNI, les autres, c'est 2 députés, c'est 3 députés, c'est 1. Bon, voilà. Bon. Et là, 3, c'est déjà pas mal, je dis bien, compte tenu de ce qu'on fait comme voilà. Et puis, au niveau de sa zone, c'est une aussi qui est populaire. Voilà. Au niveau de la boucle du Mouhoun, donc qui est populaire là-bas. Donc, c'est aussi une base de la majorité là-bas qui s'effrite. Dans le MPP, naturellement, doit nécessairement mouiller le maillot si effectivement les bases de la majorité doivent être conservées. Donc, parce qu'il y a ce coup dur là qui est venu. Voilà. Donc, maintenant, sur les questions sécuritaires, bon, comme c'est beaucoup plus des questions de la majorité en son temps, et puis c'est des questions sur lesquelles on ne peut pas savoir sur quoi est-ce exactement que les divergences sont arrivées. J'ai dit, le parti ne l'a pas encore dit expressement. Donc là, on attend de voir comment est-ce que ces choses-là vont évoluer. Mais ce qu'on retient, c'est que quand même, c'est du 109 apporté à l'opposition. Qu'elle siège au CFOP ou pas, en tout cas, c'est une nouvelle voie, comme on appelle ça, de l'opposition. Et puis le parti de Sarah Sérémé, et elle-même, c'est tout un symbole de combat depuis le décès de Thomas Sankara, avec ce qu'elle-même elle a subi, depuis son militantisme au niveau du CDP, plusieurs fois élu député à l'Assemblée nationale, depuis sa démission pour fonder son parti, et qui avait refusé de fusionner avec le MPP parce que ça a été évoqué en son temps, qui avait refusé de fusionner avec le MPP parce que les offres ne lui convenaient pas par rapport à son positionnement. Et aussi, c'est une symbole, je dis bien, parce qu'on se rappelle de la célèbre marche des spatules où elle a marché aux côtés de Julie Congo, qui est aujourd'hui députée à l'Assemblée nationale, de Safiatou Lopez, pour le moment qui n'est pas sur le territoire burkinabé, et donc de cette marche du 27 octobre, donc qui avait aussi marqué les esprits. Donc j'ai dit, c'est aussi tout un symbole, sa personne. C'est un symbole. Donc au-delà de tout ce qu'on peut dire, de sa force, de ceci, c'est quand même un symbole d'une lutte, d'une résistance et d'une résilience. Là, il faut le lui reconnaître cela. Maintenant, chaque homme politique a ses forces et a ses faiblesses. Sarah en a des forces et des faiblesses. Elle en a aussi comme tout homme politique ou tout être humain. Mais maintenant ici, je dis bien, c'est tout un symbole qui quitte la majorité pour rejoindre l'opposition dans ce contexte de lutte contre le terrorisme. Pour l'image, ça pèse beaucoup en défaveur de la majorité. Maintenant, comme on ne connaît pas les vrais mobiles, je dis bien pour le moment, ça ne va pas tarder, certainement. Et donc, voilà ce que je vais dire sur ça. Merci, monsieur le juge. Nous allons à présent passer au deuxième sujet enrôlé pour la présente convocation. Usage des méthodes de contraception modernes, la politique du ministère en charge de la santé et le positionnement de l'Église catholique dans un enregistrement largement
partagé sur les réseaux sociaux depuis le 18 octobre. Le ministre burkinabé de la Santé, le professeur Charlemagne Ouedraogo, a menacé de rompre les contrats qui lient les structures de santé de l'Église catholique à l'État. Tout a commencé, vous le savez, avec un point de presse qui a été animé par la commission épiscopale en charge de la pastorale de la santé sur les méthodes de contraception moderne. Déjà, juge Bougman, sur cette question-là, qu'avez-vous à dire d'abord sur la prise de position et le coup de gueule du ministre de la Santé, puisque tout est parti de là? Bon, tout est parti de là. Moi, que le ministre se prononce là-dessus, c'est son droit. Il est professeur dans le domaine de la santé. Donc maintenant, c'est le ministre de la Santé du Burkina. Maintenant, c'est le ton et tout ce qui va avec qui a surpris tout le monde. Et moi aussi, j'ai été surpris par la teneur des propos. Et voyez-vous que l'indignation va au-delà de l'Église catholique. Il y en a qui ne sont pas catholiques, mais qui ont réagi à telle enseigne qu'effectivement, on sentait cette indignation-là proférée par des gens qui ne sont pas du tout de l'Église catholique et qui disent « je ne défends pas l'Église ». Mais ce que le ministre a dit, c'est inacceptable. Donc, parce que ça met en évidence beaucoup de réalités, beaucoup de choses. Et après, vous posez la question de savoir qu'est-ce qui d'ailleurs fait courir un ministre de la Santé pour un livre qui se veut une approche scientifique. Mais si vous voulez courir, vous apportez également une réponse scientifique. Ce n'est pas une réponse dans l'émotion. Mais malheureusement, ce qu'on a vu, c'est une réponse dans l'émotion. Et avec à l'intérieur des propos qui ne sont pas vrais, qui disent qu'ils ont organisé, l'Église a organisé une conférence grand public. Ce n'est pas vrai, c'était une conférence de presse d'ailleurs. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'il a eu les informations, s'il s'est intéressé réellement à ce qui a été dit dans ce document. Et donc c'est la surprise, quoi. Parce que pour un document qui dit clairement, les dangers pour la santé des méthodes contraceptives, une approche scientifique de la question. C'est le livre. C'est ce qui est dit. Une approche scientifique de la question. On n'a pas dit que ce que vous faites n'est pas bien, mais on a eu un regard scientifique. Et un bon professeur, ce qu'il devrait apporter également, c'est peut-être une réponse scientifique. Mais là, monsieur répond dans l'émotion et dit des choses à l'intérieur également qui ne sont pas vraies. Et là, je me suis posé la question, est-ce qu'il avait même cherché à savoir, est-ce qu'il a parcouru, l'a lu, alors qu'il y avait eu une rencontre avec l'évêque en charge de la pastorale de la santé, entre le ministre et lui, après la conférence de presse dédicace, effectivement, du livre en question. Donc, j'ai dit, c'est moi, personnellement, c'est sur ces aspects-là que moi, ma surprise est arrivée. Et tout le monde d'ailleurs. L'autre aspect de la surprise, c'est l'amalgame fait. C'est quand on dit, si c'est comme ça que l'Église se transforme en privé pour aller payer les impôts, alors qu'il dit qu'il est catholique, et il ne sait même pas que l'Église catholique a des structures qui payent l'impôt. Deuxième surprise également. L'Église a des structures qui paient l'impôt parce que c'est sur base imposable de l'État burkinabé. Maintenant, ça c'est l'autre surprise, quoi. Et ce qui a surpris, maintenant choqué, c'est l'attitude vis-à-vis des personnes déplacées internes. Et ça, personnellement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris de trop ou quelle inspiration de trop il a eu pour tenir ces propos, parce que j'ai dit bien, c'est très grave. Par rapport à l'échelle des besoins de l'homme, lui, son échelle est différente de l'échelle des autres. Et ça aussi, c'est une surprise. Et là, ça choque beaucoup dans cette situation de stress et de détresse, selon ce terme, que vivent les personnes déplacées internes. Donc, de fait de vouloir régler des problèmes à l'Église, tirer les oreilles en gris de l'Église catholique, de fait aussi de vouloir faire la promotion des méthodes contraceptives, et quand le ministre de la Santé arrive à se comporter comme s'il est l'agent commercial d'une officine de méthodes contraceptives, évidemment ça pose problème dans le fond et dans la forme et dans la façon de le dire. Et là, il faut avoir le courage de dire que là, il y a eu un pas de franchi. Mais si vous voulez faire la promotion, il y a une manière de voir, il y a de la décence à voir, parce que même les publicités, quand on les fait, on tient compte de la décence. Et là, il y a des propos, il faut avoir le courage de le dire, monsieur le professeur, c'est indécent. D'accord. Alors, juge, c'est vrai que après la fuite de
cet élément sonore là sur les réseaux sociaux. Il y a eu une rencontre entre le ministre et puis le clergé, j'allais dire le 23 octobre. On pensait la crise derrière nous et la communication qui a suivi a relancé une fois de plus les débats et surtout la polémique. Que dire de la gestion de cette crise-là par le ministère de la Santé? Elle a été très mal gérée. La preuve, voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Moi, je crois aussi que beaucoup doivent comprendre qu'on ne gère pas un pays sur les réseaux sociaux. Autant, ils sont frileux des critiques et disent que, bon, sur les réseaux sociaux, ils sont attaqués de toutes parts, il y a des gens qui déstabilisent, il y a des gens qui en tiennent une psychose. Mais si c'est là-bas qu'on a l'impression que vous gérez les choses, ou bien que vous prenez tout, dont vous avez toutes les informations et que c'est là-bas que vous gérez. Moi, j'ai souvenance, je disais ça la dernière fois, de la photo du ministre lui-même, le ministre de la Santé, lors de sa tournée, le ministre de la Santé qui est pris en photo en train de prendre la photo de la liste des personnes sur un tableau et sur les questions d'absence et tout. Il est en train de prendre une photo et son community manager prend la photo du ministre en train de prendre la photo pour montrer que même ce qui a été affiché là, il demande qu'on lui envoie ça parce que c'est un truc administratif. S'il doit donner une suite, ils vont lui envoyer ça par mail. C'est des fois ce populisme-là qui nous rattrape. L'envie de gérer les choses via les réseaux sociaux, montrer qu'on est en train de bosser ou bien quoi que ce soit, c'est ça qui nous rattrape. Aujourd'hui, regardez la plupart de nos ministres. Ceux qui parlent à leurs oreilles et qui sont au courant de leur calendrier et qui sont au courant de tout, c'est leurs boxeurs en dessous de la ceinture qui sont toujours avec eux. C'est-à-dire ceux qui sont leurs relais sur les réseaux sociaux. C'est eux qui savent ce que le ministre fait. Même au sein du ministère, là, ceux qui achètent la communication même du ministère ne sont pas plus informés de ce qui va être fait que ces personnes-là. Parce que tout le monde veut montrer sur les réseaux sociaux qu'il travaille, qu'il fait ceci, qu'il fait cela. On est dans une crise. On finit de rencontrer l'une des parties. On s'empresse de faire un genre de communiqué. Moi, je l'ai lu, vous ne retenez rien. Et vous avez l'impression que le ministre, après la bourde, parce qu'il faut appeler la chose comme ça, et aller en villégiature, là, tranquille, avec les figures de proue du catholicisme au Burkina, et puis bon, c'est fini, c'est réglé. Mais l'affaire était trop sérieuse pour qu'on se permette, à travers un écrit comme ça, de dire que bon, c'est passé. Et effectivement, ça n'était pas passé. D'autant plus que quand vous lisez même une partie de... Je sais que je vais retrouver, l'Église catholique a beaucoup de hauteur pour ne pas dire que ce qui a été dit est faux ou est mensonger. C'est-à-dire qu'ils prennent toutes les tournures pour ne pas le dire, mais pour le faire savoir. Et ils ne vont pas dans le détail des choses pour dire que, pour donner la latitude encore de revenir sur le fond des échanges qu'il y a eu là-bas. Mais tout est dit. Ce qui est écrit comme compte rendu des échanges qu'il y a eu là-bas, ça n'a rien à voir avec les propos qui ont été tenus par le ministre lui-même. Quand vous êtes allé, comme disait Bernard la dernière fois, quand vous êtes allé demander pardon, s'il ne voulait pas dire que vous êtes venu demander pardon, taisez-vous. Je crois que, moi, il y a ça, le débat avec la question de la religion. C'est intéressant quand vous lisez la réponse même qui a été donnée. Il y a plusieurs niveaux. Le ministre ne peut pas émettre des jugements sur les convictions. La laïcité, là, ce n'est pas l'absence de religion. C'est l'existence des religions en bonne intelligence, dans le respect de ce que nous nous sommes donnés comme règles et textes qui supplantent les religions. C'est comme ça la laïcité. Ce n'est pas comme on le voit dans certains pays où c'est devenu un débat de religion, où ça crée quelque chose de malsain. Ce n'est pas ça la laïcité. Il y a une liberté de croire, il y a une liberté de décider de ce qu'on veut faire, de comment on veut se gérer. Il n'y a pas une imposition de l'Église catholique sur les autres, sur la façon dont il faut concevoir les rapports ou bien sur la façon dont il faut se protéger. Non. Et en plus, ils ont fait une démarche scientifique sur un travail. Si vous voulez leur apporter la réponse, ce n'est pas devant des jeunes et qui plus est avec le temps qu'on a vu. Et puis c'est tellement grave. Un ministre de la République qui vient s'asseoir pour dire devant des jeunes que le plus important pour les déplacés internes là, c'est se protéger. Parce que dans leurs besoins là, le premier besoin c'est sexuel. Mais est-ce qu'il est au courant de ce que vivent les déplacés internes? Pour venir tenir des propos passés comme ça, pareil. C'est comme si, bon, ça veut dire que le besoin premier là, c'est ça. Donc mais c'est grave. Laissons la question religieuse là à côté, mais ce qu'il a dit est très grave. Il ne devait pas le tenir devant des jeunes. Et puis, ce n'est pas la question sexuelle là qui nous définit. C'est ça qui nous emmène dans beaucoup d'autres sujets aujourd'hui,
où les gens sont définis en relation avec le rapport avec le sexe. C'est pas ça que si bon, avec les ONG et les façons de voir, c'est ça qui est mis en avant. On a nos valeurs africaines là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et avec les jeunes, il est éducateur, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je crois que c'est une grosse boude qu'il a eu à commettre. C'est une bavure qu'il a eu à commettre. C'est grave les propos qui ont été sortis. Maintenant, la façon de les rattraper est encore plus grave. C'est ça qui est vraiment dommage avec ce qui s'est passé avec le ministre de la Santé. Alors, Juge Bouma, c'est vrai, Geoffroy l'a rappelé, quand on regarde entre les lignes autour de ces débats-là, il y a deux choses qu'on peut retenir. Il y a aujourd'hui ce qu'on a comme conception de la laïcité au Burkina Faso, et il y a aussi ce qu'on a comme politique en matière de santé sexuelle et reproductive au Burkina Faso. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, au regard de ce qu'on a eu, de poser un débat public pour qu'on puisse tirer, je dirais, leçon de ce qui s'est passé? Le débat sur la laïcité existe toujours et a toujours existé. L'ancien Premier ministre Tertus Zongo disait qu'il voulait l'entendre, qu'il est chrétien, il est protestant, il va à l'église le dimanche. Et interpellé sur la question lors d'une conférence de presse par des journalistes, il a été clair. La laïcité ne m'interdit pas l'expression de ma religion. En le disant, je ne dis pas à quelqu'un de venir prier avec moi. Mais je dis ce que je suis, ce en quoi je crois et ce que je confesse. Un point, un trait. La laïcité n'a jamais, d'ailleurs, effectivement, empêché cela, cette expression, non. La laïcité, comme l'avait dit dans d'autres États, dans d'autres pays occidentaux, comme l'avait dit l'imam Ismaël Centerbego, ici d'ailleurs au tribunal de l'actualité, pour certains, la laïcité, c'est de l'athéisme. Et dans d'autres pays, c'est ce qui est en train de venir. C'est comme si c'était de l'athéisme. Et ça je n'ai pas du tout ça. Et donc, j'ai lu la lettre de réponse des évêques, parce qu'ils avaient promis l'aide, finalement, ils ont répondu. Ils ont d'abord fait un cours de laïcité aux professeurs avant d'évoluer. Donc, il faut qu'on comprenne. Sinon, nous allons passer le temps à nous plaindre et tout. Et c'est cette laïcité qui va créer plus de problèmes que, effectivement, elle voudra en résoudre. Parce que, de fait de laïcité, ça ne vous dit pas de vous exprimer. En ce moment, si on vous interdit de vous exprimer et de professer ce que vous êtes et ce en quoi vous croyez, c'est-à-dire on vous impose quelque chose. En ce moment, on n'est plus en démocratie. Ça devient une dictature, pensée unique, taisez-vous. Mais si nous sommes dans une démocratie qui a consacré les libertés de culte et les libertés d'expression, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on ne peut pas. Voilà. Donc, nous sommes dans un pays laïque et démocratique, il ne faut pas l'oublier. Et ce qui est demandé, ce n'est ni plus ni moins que ça. Maintenant, par rapport à l'usage des méthodes contraceptives, effectivement, c'est un débat qui mérite d'être posé. Parce qu'à la fin, il y a une liberté de choix. Le pays peut décider d'aller. Vous et votre épouse, vous dites, ça ne nous intéresse pas, on n'en veut pas. Ça, c'est votre liberté. Mais pas qu'on vous l'impose. Tout comme celui qui l'envoie a la responsabilité de vous dire les dangers auxquels vous pouvez être exposé. Ça, c'est sa responsabilité à lui. C'est pourquoi quand vous prenez un produit pharmaceutique, il y a les contre-indications qui sont données. Même si vous la payez avec ou sans ordonnance, vous avez le devoir de lire la notice pour voir les effets secondaires. Là, au moins, le médecin ne vous l'a pas dit, mais vous avez la notice. Vous pouvez lire. Ou demander à quelqu'un de lire pour vous. S'il vous prescrit, il vous dit, mais attention, tel produit produit ça. Plusieurs agents de santé disent ça. Si vous entendez des bourdonnements, s'il y a des vertiges ou ceci, c'est lié au produit, on vous prévient. Pour que vous ne vous affolez pas après pensant que c'est vous souffrez d'une autre pathologie. Et c'est ce qui a été dit. Et donc, je pense que c'est ce qui fait beaucoup plus courir le ministre. C'est beaucoup plus sa responsabilité qu'il n'a pas sérieusement assumé dans cette affaire. Je prends la conclusion du livre. Nous faisons le constat au terme de notre travail que les femmes ont été sous-informées et même non informées sur le fonctionnement de leur corps, de leur cycle et de leur capacité à transmettre la vie quand elles le désirent. Elles ont été comme utilisées pour atteindre des objectifs souvent inavoués. Les femmes
aperçoivent bien l'importance d'éviter les grossesses non désirées, mais la vérité est que la consommation des pilules et des autres méthodes contraceptives dans le but d'être épargnés comporte beaucoup de dangers pour leur santé. Là, j'insiste là-dessus, s'engage la responsabilité de ceux qui présentent les contraceptifs modernes comme une manière pour les femmes de contrôler leur vie et l'évolution de leur famille. Ils ont le grave devoir de les avertir sur les risques pour la santé et la consommation de ces produits. Est-ce que c'est trop demander à un État de dire voici les dangers probables, mais vous pouvez aller si vous voulez? Est-ce que c'est faux? Maintenant, j'ai dit la réponse doit être scientifique. Parce qu'ils disent que c'est sur la base de leur travail. Parce que aussi, il y a des gens qui ont fait un travail contraire, qui ont dit que les contraceptifs n'ont pas de problème. Donc, un bon professeur, la réponse à donner était beaucoup sur ces questions que de menacer, voilà, prendre l'impôt. Et d'ailleurs, ils l'ont dit dans leur lettre, quand vous dites que vous menacez d'aller payer l'impôt, c'est comme si l'impôt, c'est un outil de menace. Alors que non, c'est un devoir citoyen d'aller le faire. Je dis bien, il y a des structures de l'Église catholique et des autres religions. Si ce n'est pas une activité religieuse, si c'est une base imposable, vous payez. Donc, puisque vous payez du matériel de travail, donc je ne sais pas quoi. Voilà, donc ici, c'est beaucoup plus sur ces questions que le ministre a à s'exprimer. Mais je dis bien, il ne s'en prend pas seulement à l'Église catholique. Mais il a raison. Pasteur Koudougou devant le chef de l'État, face à des jeunes qui s'interrogent sur leur avenir. Est-ce que j'aurai du boulot? Est-ce que je pourrais créer une entreprise et gérer? Quelles sont les facilités que le président, l'État me donne par rapport au contexte sécuritaire? Certains sont venus des zones à haut risque. Comment est-ce qu'on les protège? Face à ces préoccupations des jeunes, quand le ministre a pris la parole, sa première réponse, c'est de dire aux jeunes d'utiliser les contraceptifs et qu'il lui a mis un guichet dehors gratuitement pour ça. Et quand il a fini, sa conclusion, c'était d'insister encore. C'est pourquoi j'ai dit, monsieur se comporte comme un agent commercial d'une officine de vente de méthodes contraceptives. Par rapport à des jeunes qui demandent la politique sanitaire, c'est comment? Si moi je souffre, je me soigne dans quelles conditions? Est-ce qu'il y a autant de lits dans les hôpitaux? Est-ce qu'on a le personnel nécessaire? Comment je règle les ordonnances si je suis étudiant et je n'ai pas suffisamment d'argent? Comment mes parents peuvent me prendre en charge en tant que jeune? C'est sur ces questions qui intéressent les jeunes. Et c'est sur ça qu'on attendait le ministre par rapport à des réponses claires. Mais non. C'est à la vente de ces préservatifs qui l'intéresse. Et il lit ça aux déplacés internes. C'est là où j'ai dit, mais on ne peut pas parler de ça sans être choqué. D'accord. Alors, juge, voilà peut-être un dernier mot. Finalement, qu'est-ce qu'on tire comme leçon de cette situation-là? Des propos enregistrés qui se retrouvent sur les réseaux sociaux, la communication pour attraper après qui crée d'autres polémiques. Finalement, qu'est-ce qu'on tire comme leçon de cette crise, si on peut l'appeler ainsi? Oh non, moi, quand on retrouve les propos du ministre sur les réseaux sociaux, c'est même pas un problème. À partir du moment où vous parlez à des jeunes de façon ouverte, ben, vous ne pouvez pas être surpris. Et puis, je crois qu'un ministre, il ne faudrait pas qu'on l'oublie. On a quelquefois là, il faut désacraliser certaines choses, mais ça ne veut pas dire qu'il faut les traîner dans la boue. C'est une fonction qui demande une hauteur. Lorsque vous vous adressez aux gens, parce que vous êtes monsieur le ministre de la Santé, vous êtes monsieur le ministre de... Il y a de la hauteur que vous devrez avoir. Vous ne devez pas être léger dans vos propos. Et puis vous savez que ce que vous dites peut porter peut avoir des conséquences. C'est très important. Parce qu'il ne faudrait pas se retrouver dans un genre de situation où, on peut entendre tout ce qu'on veut là, de la bouche d'un ministre et puis il n'y a pas de problème. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une certaine hauteur à avoir relativement à la fonction et ça manque. On n'a qu'à se le dire de façon tout nette. Et puis ils ne sont pas comme nous à vouloir rester sur les réseaux sociaux et à vouloir exister là-bas. C'est une fonction qui demande plus de sérieux que ça. Et puis, je crois que même au-delà de cette réalité-là, il y a que le ministre est allé un peu loin. Il est allé quand même un peu loin. Et ça, il doit avoir à faire son autocritique par rapport à cela. Il y a que c'est au Burkina où on est. On ne définit pas les gens par rapport à leur rapport avec le sexe. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est pas la vocation première, ni le principe premier en termes de besoins, ni de nos déplacés internes, ni de nos jeunes. Et ça, il faudrait qu'ils le comprennent. Quand on parle de santé, là, ce n'est pas seulement celle reproductive, et bien encore, les réponses sur les autres réalités. Il sait qu'on en a besoin et là-bas, il y a beaucoup d'efforts à faire. Donc, vraiment, il n'a qu'à se ressaisir. Je crois qu'il n'y a pas d'autre façon de dire les choses. Le ministre a fait une vraie bourde là et je pense qu'il aurait eu humblement à
se remettre en cause, et puis vis-à-vis de ceux qu'il a écorchés, s'excuser. Si ça a été fait, au moins d'avoir l'humilité de reconnaître qu'on a fait une boule, et puis on s'est expliqué, on s'est compris. Pas de venir encore dans des envolées lyriques et des tournures, nous faire comprendre que, on s'est compris. Mais c'était mal fait, et c'était sans compter avec la communauté catholique. Voilà. Merci, monsieur le juge, pour ces clés de lecture sur ces deux sujets. Alors, nous avons donné notre point de vue sur la décision du parti de Sarah Sérémé, le PDC, le Parti pour la démocratie et le changement, de quitter la majorité présidentielle et également le gouvernement. On a également porté notre regard sur aujourd'hui le débat sur l'usage des méthodes de contraception modernes, la position de l'Église et la réaction du ministre de la Santé. Monsieur le juge, une fois de plus, merci. On dit merci aux téléspectateurs, auditeurs des médias leaders Truth TV et Watt FM. On met un point final à la présente convocation et on se donne rendez-vous lundi pour la même mission. Posez un regard critique sur l'actualité. Bonne journée et restez fidèles à nos programmes.